Merci, Madame la Présidente. Merci de m'auditionner. C'est vrai que la question de justice, pas que, mais en fait, ne sont pas étrangères pour l'outre-mer. Alors, je pense que l'outre-mer est un défi pour la République parce qu'il renvoie pas une réponse unique mais plurielle. Toute la complexité, nous avons 13 territoires et 13 statuts différents, 13 problématiques différentes d'ailleurs, qui renvoient effectivement à des interrogations et à des réponses. Alors, moi, je suis avant tout un pragmatique. Ma boussole reste effectivement le bénéficiaire final de toute réflexion et de toute réponse apportée. C'est qui le bénéficiaire final? C'est le sujet de droit. C'est la citoyenne, c'est le citoyen qui se trouve dans chacun des territoires. Ça veut dire très clairement que le citoyen ne se préoccupe pas qui fait quoi. L'État, une collectivité territoriale, ceux qui souhaitent avoir une réponse aux problématiques. Alors d'abord, premier élément, je pense qu'il faut mettre en perspective, s'agissant des compétences régaliennes, puisque j'en viendrai aussi à aborder la question statutaire. Alors, pourquoi? Parce qu'elle a un lien direct, et j'expliquerai pourquoi, avec les compétences régaliennes et ce qu'on appelle souvent évolution institutionnelle, je dirais, en fait, c'est plutôt une amélioration institutionnelle. C'est-à-dire calibrer, en l'occurrence, les statuts au regard des bassins de vie et des problématiques, des réponses qu'elles amènent face aux problématiques posées. L'outre-mer, c'est quoi? Avant tout. Et là, je crois qu'il ne faut pas avoir de langue de bois, il ne faut pas avoir aussi, parce que trop souvent pour l'outre-mer, on n'a pas voulu mettre les mots sur des problématiques ou parler de problématiques pour éviter de froisser. L'outre-mer, elle est caractérisée, et ça c'est un marqueur d'ailleurs, qui joue d'ailleurs sur la perception qu'a chacune des populations ultramarines au regard des collectivités territoriales, mais de l'État. Premier élément, vous avez une très large pauvreté. Je rappelle d'ailleurs qu'il y avait une étude qui avait été menée par la Commission nationale consultative des droits de l'homme, c'était le 26 septembre 2017, qui donnait, alors uniquement pour les 5 DROM, le taux de pauvreté suivant. En 2017, le taux de pauvreté de l'Hexagone était de 13,20 et il était de 84,5% à Mayotte. Et je vous rappelle à cette période, puisque ce n'est qu'en 2020 que l'INSEE va établir en fait un taux de pauvreté qui est effectivement en référence avec le taux hexagonal. Ce qui se passait avant, il était recontextualisé. C'est-à-dire que Mayotte, 84,5%, était recontextualisé à 32,4%. 61,2% en Guyane, recontextualisé à 30,2%. 51,2% à La Réunion, recontextualisé à 16%. 49,1% en Guadeloupe, recontextualisé à 20,10%. Et la Martinique, 48,6%, recontextualisé à 20,6%. Ce que je veux dire, c'est qu'avant 2020, vous aviez un miroir, en fait, indicatif qui était déformé. En recontextualisant, on recontextualisait le taux de pauvreté alors que finalement il était artificiel. Je vous prends l'exemple de Mayotte, 32,4%, ça ne retraduit pas la réalité mahoraise. Et à cela, vous avez un autre indicateur qui vient télescoper cela, c'est sur le coût de la vie.
C'est-à-dire qu'en Outre-mer, pour effectivement faire un résumé, on est plus pauvre et la vie est plus chère. 6 à 8 fois. Pourquoi je vous dis ça? Parce que, qu'on va parler de droit tout à l'heure, ça renvoie inévitablement, et la dernière étude de l'INSEE montre que justement en Outre-mer, vous avez en fait des atteintes à des droits fondamentaux, enfin notamment des droits primaires, c'est-à-dire que les gens ont des problèmes, alors on le sait que dans l'Hexagone, mais c'est encore plus accentué, ont des problèmes effectivement pour se nourrir, en l'occurrence pour accéder. Et donc ça veut dire que la préoccupation première des populations, ben, c'est leurs besoins primaires. C'est clair, c'est effectivement comment bien vivre et mieux, alors que la vie est plus chère et que les gens sont plus pauvres. Sur deuxième élément, si je télescope, parce que vous avez en arrière-plan effectivement cette pauvreté, avec effectivement un curseur qui est sur effectivement le coût de la vie, qui est plus cher. L'état de la justice, la défiance. Il faut savoir que du 12 au 28 mai 2021, le cabinet Odoxa, c'est un cabinet spécialisé dans a été mandaté par le Conseil national des barreaux pour faire en fait une évaluation de la conception qu'avaient les justiciables de la justice. Alors, nouveauté, c'est que ce paramètre qui était jusqu'à à l'Hexagone a été, je pense grâce à mes travaux, étendu à l'Outre-mer. Donc on a en fait une image du justiciable, en fait, de la population ultramarine, même territoire par territoire, de la conception qu'elle a de la justice. Et je vais vous donner les chiffres qui sont éloquents. Il ressort de cette étude que 70% des Français ont le sentiment que les libertés et les droits fondamentaux ont tendance à reculer. Ce sentiment est encore plus aggravé en Outre-mer, puisqu'il atteint 84%. Plus d'un Français sur 3 affirme que là où il habite, il est difficile d'accéder aux tribunaux, 35%, et qu'il est difficile de faire valoir ses droits, 37%. 58%, pour donner ce chiffre, des ultramarins affirment qu'il est difficile de faire valoir leurs droits. Je vous rappelle que devant votre délégation, le 21 novembre 2019, l'ancien défenseur des droits, Jacques Toubon, disait ceci: « On a le sentiment qu'à beaucoup d'égards, les habitants des départements et territoires d'outre-mer n'ont pas le même accès aux droits, ils ont un accès aux droits inférieur à ceux qui existent en métropole. » Cette constatation faite a été appuyée par des travaux que j'ai menés moi-même, effectivement, qui montraient en fait un accès difficile au droit. Alors, je vous signale justement sur ce point qu'il y a un Conseil national de l'aide juridique qui donc conseille le gouvernement sur toute la politique d'accès au droit et qui notamment est consulté sur donc les projets de loi sur l'aide juridictionnelle et de décret, et que pour la première fois, le Conseil national de l'aide juridique a un membre, ma personne, un ultramarin qui a été nommé. Je n'ai justement conscient de ces problèmes. J'ai fait créer à l'unanimité un groupe de l'accès au droit en Outre-mer pour régler les problématiques territoire par territoire, que je préside d'ailleurs et qui va auditionner chacun des acteurs. Je voulais vous le signaler parce que c'est une problématique prégnante. Troisième élément, l'Outre-mer connaît, et on le voit avec Mayotte, des crises sociétales majeures, qui sont cycliques. Ces crises sociétales mettent quoi en exergue? Pas des compétences locales. Ce sont des compétences régaliennes. Elle met donc en exergue en fait des défaillances
dont on fait l'exercice de compétences, que ce soit l'immigration, la police, la justice aussi. La confiance, je pense que l'institution judiciaire est un passion régalien, c'est même si elle échouait dans les territoires d'outre-mer, la République, à mon sens, tomberait. Il y a par là qui est la nécessité, effectivement, d'être prise en compte. Vous savez qu'il y a eu un rapport sur les États généraux par un comité donc présidé par Jean-Marc Sauvé. Sur les 250 pages, 2 pages et demie sont réservées à l'outre-mer, sans solution. Ce sont des diagnostics qui sont particulièrement inquiétants. Parce que, et je le répète, que si la justice est mal en point dans l'Hexagone, mais alors là, elle est sous l'eau en outre-mer. J'avais, moi, parce que je voyais arriver cet aspect, que l'outre-mer n'aurait pas été traité dans les débats, ça n'a pas manqué. Et lors, effectivement, du lancement des États généraux à Poitiers, où j'y étais, je n'ai pas manqué d'interpeller le président de la République in persona. Là-dessus, qui m'a écrit, d'ailleurs, qui me disait, oui, effectivement, je prends en compte vos... Et je donne des instructions au garde des Sceaux, il n'y a pas eu de suite. Hein. Ce qui fait qu'en fait, finalement, il y a, dans le rapport, vous parcourez les 250 pages, il n'y a rien sur l'outre-mer. Ça veut dire qu'on reste, effectivement, en questionnement. Alors que l'outre-mer a besoin, effectivement, de renvoi, de signaux importants incarnant la République. La République, en fait, il faut la conquérir. C'est-à-dire que la confiance ne se décrète pas, elle s'acquiert. Et vous avez vu effectivement le chiffre que vous a donné le cabinet Odoxa. Et on voit très bien qu'effectivement, pour les populations, la justice, bon, ils n'ont pas confiance. Hein, ils considèrent que bon, c'est une justice qui est partiale. Alors, je vous dis, c'est pas ce que je pense, mais il faut bien comprendre effectivement l'intérêt, en l'occurrence, pour moi, un système juridique, le droit, n'a de pertinence et de performance que s'il répond effectivement aux problématiques sociétales, au corps sociétal auquel il tend à s'appliquer, et surtout de lui inspirer confiance. C'est ça. S'il n'arrive pas à cet état, on échoue. Mais qu'on échoue, on échoue collectivement, avec la République en moisse. Puisque effectivement, ça donne naissance à d'autres choses. Vous savez comme moi, effectivement, les gens qui pensent que le droit n'est plus régulateur et que c'est autre chose. Moi, je suis un partisan farouche, effectivement, défense du droit. Je pense qu'effectivement, c'est un système ordonné qui doit inspirer confiance. Le problème, c'est que vous avez, en fait, une tension entre, finalement, un outil juridique et la réponse qu'elle amène, qui n'est pas appropriée. Et autre élément qui est, pour moi, inquiétant, c'est l'illisibilité qu'on a abouti de l'outre-mer au sein du concert gouvernemental. Je m'explique. Parce que c'est des choses qui m'est revenu. Vous avez compris que, comme effectivement, comme auteur, je publie énormément, donc j'ai des retours. Les gens me parlent, et puis dans les déplacements, effectivement, j'ai l'occasion de discuter avec les personnes. C'est quoi bon, vous le savez comme moi qu'il y a un ministère des Outre-mer, et l'une des fonctions importantes du ministère des Outre-mer, effectivement, c'est un rôle de coordination de l'action gouvernementale en Outre-mer, d'assurer une cohérence et une lisibilité. Or, le problème, force est de constater que bon, cette lisibilité a disparu. D'autant, l'une des critiques majeures qui est faite, c'est effectivement le fait que le ministère des Outre-mer n'est plus un ministère de plein exercice. C'est un ministère qui est placé sous la tutelle d'un autre ministère. Bon, peu importe, mais sauf que le message qui est renvoyé, c'est effectivement, vous savez comme moi que le ministère de l'Outre-mer, le ministère de l'Intérieur, c'est un ministère qui est caractérisé par l'ordre public. Si effectivement la perception de l'Outre-mer, c'est sous le prisme de l'ordre public, c'est que nous avons échoué. Hein. C'est-à-dire que ce n'est pas la réponse. L'ordre public est une chose, mais on ne peut pas limiter l'outre-mer à l'ordre public. C'est le message, je dirais, tacitement qui est renvoyé, que les gens reçoivent. C'est-à-dire qu'ils considèrent que, bon, ils n'ont pas de ministère vraiment de plein exercice pour faire valoir les réalités ultramarines, et Dieu sait, elles sont nombreuses.
Et donc, s'il faut passer par un prisme fait de notre ministère dont la préoccupation première est quand même le maintien de l'ordre, ça, je dirais que c'est un mauvais signal, à mon sens, envoyé aux populations d'outre-mer. L'autre perception aussi, c'est qu'il faut qu'on comprenne, moi qui ai beaucoup écrit et commenté les décisions rendues par la juridiction administrative, particulièrement le Conseil d'État en période de crise sanitaire, la crise sanitaire, Covid, peu importe les justifications, a créé en fait au sein des populations ultramarines, ce sont ceux qui reviennent, le fait de se dire est-ce qu'ils étaient réellement effectivement dans un ensemble, quelle est leur place dans la République. Je vous rappelle que le dispositif mis en place, tous les territoires ultramarins, les populations, enfin les personnes qui se déplaçaient étaient soumis à des motifs impérieux. Je vous rappelle aussi, dans le même temps, que le Conseil d'État rendait un arrêt que j'ai commenté, où effectivement dans le décret était prévu que les Français à l'étranger étaient soumis à la démonstration de motifs impérieux, et le Conseil d'État effectivement référé avait effectivement suspendu cette procédure en disant qu'on ne pouvait pas effectivement imposer à un Français la justificatif de revenir sur son territoire, son pays. Je veux dire que quels que soient les fondements, en fait, ça a créé une confusion et une idée qu'effectivement les ultramarins n'étaient pas traités de la même manière que effectivement les Français de l'Hexagone. Alors, sur la justice particulièrement, puisque effectivement j'avais fait des propositions qui, je pense, vous intéresseront. Il y avait, dans mon article, j'ai publié à la suite du rapport Sauvé, 18 propositions. Alors, je ne vais pas les citer toutes, mais comment se passe aujourd'hui l'affectation de magistrats et de greffiers? Parce qu'on oublie souvent les greffiers au niveau, effectivement, de la justice. Alors, vous avez des territoires qui sont plus difficiles que d'autres. Mayotte, la Guyane. C'est deux territoires qui reviennent et qui sont considérés comme très difficiles par rapport à la Réunion. Je pense qu'il y a une problématique de fond. À la chancellerie, vous n'avez pas de direction de l'outre-mer. Ça veut dire que l'approche, en fait, de l'outre-mer, qui doit se singulariser par les problématiques auxquelles, effectivement, elle renvoie, l'affectation est traitée de la même manière que, effectivement, une affectation dans une province. C'est-à-dire, je ne sais pas, vous affectez un magistrat à Poitiers ou en Corrèze, eh ben, c'est la même matière que vous affectez, effectivement, un magistrat. Alors, il y a bien un stage de sensibilisation à l'École nationale de la magistrature, sauf qu'effectivement, il faut bien comprendre que effectivement le magistrat qui arrive dans un outre-mer, il est confronté à une culture en fait différente, à des problématiques différentes, et il n'y a pas réellement, alors même si ça s'est amélioré au niveau de l'accompagnement, mais il n'y a pas de réflexion réelle portée sur chaque territoire. Je vous prends des exemples. On va prendre l'exemple de Mayotte. Vous savez que Mayotte a changé de statut, mais en changeant de statut, on a supprimé effectivement une juridiction d'appel qui existait à Mayotte. Ça veut dire que le justiciable mahorais doit se rendre effectivement à Saint-Denis-de-la-Réunion pour effectivement un contentieux lié notamment aux chambres d'instruction au niveau de la Réunion. Ça veut dire qu'en fait, finalement, on a diminué les droits des justiciables mahorais dans une optique, effectivement, de réorganisation administrative. Autre exemple, parlons, vous savez que la Guyane est confrontée à un problème de trafic de stupéfiants. Il n'y a pas que ce territoire.
Le traitement en fait des problèmes de stupéfiants, de grand trafic est traité, figurez-vous, à 1800 km, c'est-à-dire en Martinique, qui effectivement concentre la juridiction interrégionale. Problématique, c'est que quand vous avez des problèmes amazoniens, sud-américains, vous ne pouvez pas avoir un prisme qui est déconnecté de la réalité. Et moi, l'une des propositions que j'avais faites, en fait, c'était d'adapter le droit aux réalités. C'est-à-dire qu'il faut s'affranchir aussi. Quand je vous disais le bénéficiaire final, ce qui est intéressant, c'est le justiciable, c'est le citoyen. Il faut lui apporter une réponse. On doit quitter la doctrine, y compris de remettre en cause, pour apporter des solutions simples à des problèmes effectivement quotidiens, qui polluent et qui effectivement permettent la défiance. Pour reconquérir, il faut des réponses adaptées, y compris. Donc c'était effectivement de créer des juridictions qui soient calibrées, en l'occurrence. Même si je sais que les GIA sont partis d'une loi. Moi, je me souviens, on discutait avec la chancellerie qui me dit oui, mais ce sont des. Mais je veux dire qu'il faut savoir ce que l'on veut. L'objectif, c'est bien d'apporter des réponses concrètes à des situations qui sont inédites. Si nous ne quittons pas, on a confondu, je pense très sincèrement, et on confond souvent en Outre-mer, le principe d'égalité et celui d'uniformité. Vous ne pouvez pas appliquer un principe d'égalité sur des territoires qui ne sont pas uniformes. Sinon, vous allez à l'échec. Et je reviens à la règle de droit. La règle de droit est une réponse, effectivement, au corps sociétal auquel il s'applique. Dernier point, je voulais rebondir sur, effectivement, la question, statutaire, puisque, effectivement, puisque j'ai eu l'occasion d'être auditionné par l'Assemblée nationale et j'ai écrit sur la question. Moi, je m'inscris plutôt dans une. Aujourd'hui, vous avez effectivement une dichotomie de facettes, effectivement, du principe d'identité législative et de l'autre côté de spécialité législative. Pour moi, ça relève plus de l'artifice juridique, parce que la réalité, il faut bien qu'on se rend compte, et on se rend compte qu'on est dans la justice. C'est que sur chaque bassin des départements, régions d'outre-mer, vous vous rendez compte de quoi? Vous vous trouvez dans des bassins qui sont radicalement différents de l'environnement que vous avez dans l'Hexagone et le schéma européen. C'est-à-dire que notre norme est confrontée sans cesse à une réalité qui est poussée, impulsée par un environnement qui n'ont pas les mêmes référents juridiques que nous. Et là où j'en viens, moi je suis pour effectivement une fusion d'articles, avec effectivement un principe qui consacrerait ce que je défendais en doctrine, c'est la différenciation, mais moi j'appelle ça le droit différencié, parce que je pense que l'outre-mer est différent, même si dans sa réalité, avec des lois organiques. Alors pourquoi les lois organiques? Et je rebondis, je voulais faire la boucle là-dessus, parce que je pense au niveau des lois organiques, il est plus intéressant de mettre en place des outils dérogatoires en matière régalienne. C'est toute la réflexion de votre délégation. Pourquoi? Je vous prends l'exemple de la Guyane. Aujourd'hui, quels sont les instruments qui permettent d'assurer la souveraineté? Le régalien renvoie à la souveraineté. Un pays qui n'est pas souverain, dont ses territoires, est un pays qui pose problème. Vous avez des enjeux qui, pour moi, effectivement, relèvent, qui dépassent dans un département, qui mettent en défi l'État, sa souveraineté, et vous devez avoir des outils qui permettent effectivement d'adapter.
Le problème, c'est qu'aujourd'hui, dans le droit commun, c'est très difficile de faire des dérogations très poussées là-dessus. Même si elles sont momentanées, que ce soit pour le trafic de stupéfiants, que ce soit pour, effectivement, en matière d'immigration, que ce soit dans d'autres domaines de la nationalité. Voilà. Je pense qu'effectivement, il faut des réponses, et les réponses, il faut sortir des schémas traditionnels, à mon sens, pour répondre effectivement aux problématiques du justiciable.